revenir un petit peu vers toi, Sébastien, pour le côté narratif en fait. Donc du coup, tu travailles avec le script en fait de Philippe. Tu dois du coup travailler ton découpage à partir de ça. Tu lui expliques comment on découpe en bande dessinée. Ton système de couleurs en fait, il est lié aussi à des moments de la journée, je sais pas, ou des flashbacks. Comment tu travailles ça un peu, parce que tu bosses en bichromie en fait. Oui, ça a un petit peu évolué là depuis le temps des sauvages, depuis Marcel Grob. Moi, j'avais l'envie, effectivement, toujours dans un souci quand même de clarté, Oui. de donner le sentiment que l'histoire avance aussi, de créer des ruptures et de créer aussi plus que les couleurs d'une scène, le sentiment, illustrer le sentiment de la scène. Et Donc tout, des fois plus chaud, plus froid. voilà, plus du coup, gris, ouais. et quitte d'ailleurs des fois à être ironique ou à contrebalancer ou à donner une fausse piste. Mais enfin, j'aime bien que, en tout cas, que le lecteur entame une scène avec un climat, voilà, qui colle bien à la scène. Et puis j'ai rajouté une couleur un petit peu sur les frères Werner en plus. Donc c'était une bichromie, donc il y avait le noir, un peu le noir pour Marcel Grob, c'est le noir et plus une couleur, plus une teinte. Et j'en ai rajouté une autre pour les frères Werner parce que vu qu'il s'agit d'un pays disparu, puisqu'on parle de la RDA, là, on change de livre, tout doucement, on glisse vers la patrie des frères Werner. Vers le nouveau. Voilà, et il s'agissait de passer du coup de 39-45 aux années 70, 74. Oui, parce que du coup le deuxième livre commence presque là où le premier s'arrête. Il commence où ça s'arrête. Il commence où ça s'arrête, et puis vous verrez, il y a un long prologue, et puis on arrive enfin dans le corps de l'histoire qui est 74. 74, c'est les années 70, et du coup, moi, je me dis comment raconter les années 70 et ne pas être dans le sépia, et ne pas être dans ce truc triste et glauque pour dire à la RDA, de dire que quand même ça a été aussi, pour eux en tout cas, qui l'ont vécu, un moment joyeux, surtout 74, c'est vraiment le moment où le pays finalement fonctionne le mieux, et où il manque de pas grand-chose, à part de liberté quand même, ce qui n'est pas un petit détail. Mais ce que je veux dire, je voulais pas faire ce cliché plombé de la pluie, voilà, comme on a pu faire dans des adaptations de John le Carré, d'un truc vraiment super hostile. Après, c'était pas riant. Moi, je suis allé en RDA, c'était pas... Non, je suis sûr que c'était pas... Je suis pas allé, mais je suis certain certain que c'était pas riant. c'était... Mais t'es allé quand là? J'y suis allé de 86 à 88. Oui, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Là, c'est le crépuscule. Et c'est 26, c'est très différent. Si on voit effectivement, on s'est beaucoup documenté avec une amie de Philippe qui nous a aidés sur la documentation. Qui est allemande en fait. Qui est allemande et qui s'appelle Clara Frolich, à qui il faut rendre hommage, parce que ça m'a donné une vraie base, nous a donné une vraie base de documentation très sérieuse, et on a pu voir, effectivement, découvrir que les vêtements étaient colorés, que c'était il y avait des motifs incroyables. Enfin, moi, j'ai un petit peu halluciné. Mais c'est ça, c'est aussi le pays qui a disparu, et du coup, il reste une mémoire aussi de fiction qui remplace aussi une mémoire qui aurait dû être de réalité. Mais il y avait un petit décalage. Moi, je me souviens, quand je suis allé à Berlin-Est, j'avais l'impression d'être dans les années 70, alors que j'étais dans les années 80, quoi, mais il y avait un petit... mais comme on le sent déjà charmant vu de l'extérieur, on va dire. Mais par contre, effectivement, pour trouver à manger, c'était compliqué. Mais comme on le sent d'ailleurs dans la documentation des années 70 en Allemagne de l'Est, effectivement, il y a ce petit décalage, et on sent encore les années 50-60, mais voilà, avec quand même... On sent quand même qu'ils sont un petit peu influencés, ils se laissent quand même pousser des cheveux un peu plus que le réglementaire. C'est pas comme à l'Ouest, c'est pas effectivement comme à Berlin-Ouest ou comme en Allemagne de l'Ouest, où ça, il y a déjà les mouvements beatniks qui arrivent. Mais pour revenir à la bichromie, à cette évolution de la chromie, moi j'avais comme souvenir, et je me suis dit, on travaille sur un pays disparu, mais j'ai fermé les yeux et j'ai revu. Vous savez, ces posters qu'on laisse un peu sur des affiches qu'on laisse sur les plages arrière de voitures. Oui, qui prennent la lumière, le soleil. Et on a l'impression qu'il manque une couleur. Oui, bien sûr. On a cette sensation de dire... Et c'est vrai, techniquement, il manque une couleur, parce on imprime en quadrille, et puis petit à petit, les UV font leur boulot. Qui se barre, et généralement, c'est la dernière couleur qui a été passée qui est attaquée. Et donc voilà, moi je me dis, tiens, ça serait intéressant pour raconter le souvenir et raconter le manque.
Et une couleur qui a disparu comme un pays qui a disparu. Oui, Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, cette histoire, Philippe, c'est parce que tu t'intéressais au phénomène des enfants loups. Enfin, Alors, en fait, d'où par l'histoire l'idée que j'avais, qui est arrivée très vite, quasiment en simultané, parce qu'en fait, ce que personne ne sait, ou enfin, pas grand monde en tout cas, c'est que quand Sébastien finissait le dessin, moi j'ai attaqué la V1 de cette histoire. En fait, il faut savoir que quand le Grob est sorti, on avait déjà commencé à travailler tous les deux. Vous avez travaillé sur l'autre. Ouais. Parce que l'idée c'était d'avoir une sorte de diptyque où je me dis, ok, j'ai une histoire personnelle, donc j'ai ce gamin qui a 17 ans, qui est kidnappé par les nazis. Hein, kidnapping, c'est ça, hein, kidnapping, enlèvement d'enfants. Ouais. Hein, quand on reprend le Zippenaft, on enlève des enfants. Et ils sont c'est un peu la même chose du coup dans... Alors, c'est la même chose, mais je me suis dit, tiens, c'est facile pour un public français de se dire, ah, le pauvre français, quoi. Le gamin, il est embarqué malgré lui dans l'horreur de la guerre. Okay. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est que d'avoir 10-12 ans de l'autre côté du Rhin en mai 45 ? Qu'est-ce que c'est que d'avoir 10-12 ans quand on est allemand, qu'on n'a rien demandé à personne, qu'on est responsable de rien ? À 10-12 ans, en 45, on n'est pas responsable de l'accession d'Hitler au pouvoir. Hein, bon. Même si ses parents ont voté pour Hitler en 1933, bon, on est responsable de rien. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est que cette jeunesse allemande orpheline, parce qu'il y a quand même 2 millions d'orphelins en mai 45 en Allemagne, hein. Il y a 8 millions de morts en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est le front, hein, Stalingrad, les bombardements alliés et les camps de concentration évidemment. Donc 8 millions de morts, il y a 2 millions de gamins qui sont sans parents. Dans un pays qui est dépecé, banni, en ruine, il n'y a pas les structures pour récupérer les gamins. Hein. Il n'y a pas. Pas d'orphelinat. Ça va venir tout doucement, mais au départ il n'y a rien. Donc ils sont 2 millions livrés à eux-mêmes, ce qu'on appelle des enfants loups, parce qu'ils grandissent eux tout seuls, hein, dans des tanières quasiment, dans des squats. Il faut qu'ils se démerdent pour se nourrir, se protéger, dormir, etc. Il y en a 2 millions. Et je me dis, qu'est-ce que c'est qu'un pays qui laisse 2 millions de gamins tout seuls ? Et qu'est-ce que c'est que la vie de ces gamins ? Comment on grandit dans un pays comme celui-là, qui est le pays voisin de la France, qui est au cœur de l'Europe. Hein. L'histoire du XXe siècle, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire que de la Première Guerre mondiale jusqu'à la chute du mur, c'est l'Allemagne. On est sur la construction de l'Europe dans les deux récits. Et c'est exactement ça. C'est ce qui nous importe, Sébastien et moi, c'est ça. C'est que tout d'un coup, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe après 1945 en Europe ? Et on va prendre le destin de 2 enfants loups, hein, c'est Wolfskinder, orphelins, pour le coup, et ils vont devoir grandir, mais à la manière de Marcel, sur leur chemin, c'est comme un conte. Hein. Ces 2 gamins, ils viennent du réel. Mais c'est comme un conte. Ils sont orphelins, ils ont des embûches, des entraves, et ils vont tomber sur un ogre. L'ogre, c'est le colonel Gronau, qui a existé, hein, qui est un personnage réel, qui est l'agent recruteur de la Stasi. D'accord. Et donc l'ogre propose aux 2 orphelins allemands un pacte. Je vous protège, et vous allez intégrer la Stasi. Vous allez devenir les agents du système. Les gamins, qu'est-ce qu'ils ont comme choix ? Pour une raison particulière qui est dans le récit, ils sont un peu coincés. Hein. C'est ça ou le camp de rééducation. Donc, oui, qu'est-ce qu'on fait ? Comme Marcel, qu'est-ce qu'on fait, hein? Ils ont 15 ans. Ils acceptent d'entrer dans la Stasi. Et juste pour finir là-dessus, c'est que un des grands contes allemands que tout le monde connaît ce soir ici, c'est Hansel et Gretel. C'est un grand conte allemand 1812 des frères Grimm. Un conte qui est très populaire en Allemagne mais en Europe. Et ce sont donc 2 enfants abandonnés par leurs parents, pas orphelins mais abandonnés par leurs parents, qui traversent la forêt et tombent sur la sorcière cannibale, qui peut-être dévorer les enfants. Or, Hansel et Gretel sont solidaires. Et ils s'en sortent dans le conte parce qu'ils sont solidaires. Et ils parviennent à échapper à la sorcière. Et avec Sébastien, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un frère et une sœur, ou 2 frères dans une dictature ? Ça, c'est un conte pour enfants, Hansel et Gretel. Mais dans une dictature, parfois, pour s'en sortir, Hansel doit trahir Gretel. Et là, c'est tout de suite beaucoup moins marrant. Ça, on raconte pas ça aux enfants parce que c'est insupportable. Ouais, c'est compliqué. Mais la question est posée. Que seraient Hansel et Gretel si, pour s'en sortir, le frère avait dû trahir la sœur ? Et c'est ce qu'on s'est dit avec Sébastien. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être frère et sœur dans une dictature ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie des gens ? Il y a la pensée, il y a l'idéologie, il y a le flux de l'histoire. Et tout d'un coup, il faut ramener l'histoire au destin individuel. Voilà. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie ? Et ça nous ramène à chacun d'entre nous. On a tous des frères ou des sœurs en grande majorité. Les enfants uniques existent, mais ils sont plutôt minoritaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on est prêt à trahir son frère pour s'en sortir quand même ? C'est la question qui est posée dans cet album quand même. Voilà, tout à fait, on ne dira pas qui trahit qui, mais c'est la question qui est au centre du récit. Voilà, voilà. Parce que du coup,
sur cette histoire. Philippe te présente le scénario un peu sous la même forme que l'histoire précédente, ou alors tu lui as dit bah voilà, pour le découpage, on va travailler comme ça, ou vous travaillez comment tous les deux Écoute, on a repris exactement le méthode. mode opératoire. Le même mode opératoire, d'accord. C'est-à-dire que moi je sais comment rythmer. Non, mais je sais je sais que Philippe j'emploie cette expression à dessein, mais il a ce muscle par son activité aussi de producteur, animateur, de chercher les sujets et d'être quand même, d'avoir cette préoccupation des mots de la société, en tout cas au moins des débats moraux de la société. Il a quand même cette idée-là, puisque chaque semaine il doit quand même produire une émission de radio. Donc ça, et moi, à contrario, je peux me poser la question qu'une fois tous les 1 an et demi, 2 ans, au mieux. Donc j'ai pas le même muscle. Et puis lui peut savoir aussi quand un sujet a intéressé ou pas les gens. Je pense qu'il a ce truc-là, et moi, encore une fois, je l'ai pas. Et puis il y a Marcel Grob, c'est-à-dire qu'il amène aussi un sujet qui fait qu'au 4e jour, on est en rupture de stock. Enfin, après, l'histoire nous échappe complètement, mais moi je reconnais ça à Philippe aussi, qui a amené un synopsis, une première version qui est implacable, enfin, qui était effectivement, comme tu as dit, qui n'était pas tout de suite à proposer en bande dessinée. Sur Marcel Grob, il y a beaucoup de gens qui découvrent le cas des Malgré nous, ou globalement... Ah oui, sur la tournée, il y a beaucoup de gens qui ignoraient ce qu'était des Malgré nous. Ah ouais, donc là, en plus, vous avez un sujet... De toute façon, on a bien vu la bascule, c'est qu'au départ, le livre fait une flèche en Alsace. Ah bah oui, normal. En Alsace, c'est une flèche pendant 2 semaines, et tout d'un coup, ça sort de l'Alsace. On l'a vu très vite. On l'a vu. Oui, et du coup, au départ, en gros, pendant les premiers jours, on en vendait sur 100, on en vendait 70 en Alsace et 30 en France. Et puis au bout de 15 jours, c'est complètement inversé. D'accord. Et parce qu'en fait, tout le monde s'est dit, en fait, 2 choses. C'est que, attends, mon grand-père, il faisait quoi, moi? En fait, il y a un truc où tout le monde s'est dit, en fait, mais mon histoire à moi, c'est laquelle? Il y a ça qui est important. Et par ailleurs, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que moi j'aurais fait à la place de ce gamin? Et du coup, ça devenait une histoire européenne. Ça ne devenait plus une histoire alsacienne. C'était qu'est-ce que moi j'aurais fait à la place de Marcel Grob? Et c'est sûr que le débat, ce débat moral, je l'avais en tête. Et par ailleurs, il y a une chose que j'ai vu poindre, c'est qu'on en est, pour cette période-là, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, on en est aux enfants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 3-4 ans, beaucoup de documentaires, de récits sont consacrés aux enfants dans la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? C'est les derniers survivants. Ils sont tous morts. Ceux qui avaient 6, 8, 10 ans aujourd'hui ont le droit de parler. Et donc en fait, on peut recueillir cette parole-là. Et j'ai très vite perçu, moi, qu'il y avait cet intérêt-là. Oui, c'est moins tabou aussi, peut-être. Et oui, et puis c'est leur temps aujourd'hui. C'est le temps des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé quand on était enfant? Parce qu'ils sont aussi là pour parler, et que pendant 70 ans, ils se sont tus parce que leurs parents parlaient, parce qu'ils ne parlaient pas, justement. Et donc il y a ce temps-là du moment qui est important. Et c'est pareil en Allemagne. C'est-à-dire que le temps du témoignage aujourd'hui en Allemagne, c'est les enfants de la Seconde Guerre mondiale et de la reconstruction allemande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui parlent dans les médias, ou dans la littérature, ou dans le théâtre, ce sont les enfants qui avaient 10 ans en 1945. Parce qu'ils sont encore un petit peu en vie, ils vont disparaître. Donc voilà, je t'ai interrompu du coup. Oui, non, c'est moi qui t'ai interrompu. Ben, continuons à nous interrompre, ça marche bien. Non, voilà, et du coup, je laisse à Philippe effectivement ce sujet, sur le sujet, etc. Et moi, en plus, j'ai découvert que moi, j'adore l'écriture sous contrainte, quoi. C'est-à-dire que je trouve complètement ma liberté quand on me donne un premier sujet. Et Dieu sait que j'ai détesté les rédactions à l'école, mais je ne sais pas pourquoi. Maintenant, j'en suis à me dire, ok, plongeons dans ce sujet. Et je ne sais pas, c'est comme un petit miracle, mais j'ai l'impression que je prends souvent cet exemple, et souvent quand on écrit avec Philippe, on se dit, mais est-ce qu'on a bien essoré l'éponge? C'est-à-dire que, est-ce qu'il en reste encore? Voilà. Et on est très exigeants l'un et l'autre, et on s'est complètement retrouvés là-dessus. Mais nous, notre ambition, c'est que, en fait, c'est très méchant ce que je veux dire, mais c'est que après qu'on ait travaillé sur les Malgré nous, d'autres scénaristes puissent plus travailler sur Ton système de couleurs, en fait, il est lié aussi
à des moments de la journée, je sais pas, ou des flashbacks. Comment tu travailles ça un peu? Parce que tu bosses en bichromie en fait.